Bonjour, bienvenue sur Mathérapie. Dans le chapitre des dérivés, nous allons aujourd'hui aborder la notion d'étude de fonction. Tout d'abord, un petit rappel, une fonction f d'un ensemble grand A vers un ensemble grand B, c'est une relation de A vers B qui a tout élément de A associe au plus un élément de B. Pour étudier une fonction, nous devons d'abord étudier dans quelle zone elle existe. Rappel de notions vues en quatrième, en pratique. Pour déterminer les conditions d'existence d'une fonction, on recherche les nombres qui ne lui appartiennent pas. Alors, il s'agit notamment des nombres qui annulent le dénominateur et de ceux qui rendent négatif le radicand d'une racine d'un dispaire. Le domaine de f de x est par extension simplement l'ensemble des réels qui ont une image par la fonction f. La parité d'une fonction. Pour qu'une fonction soit paire, il faut que, pour tout point du domaine, l'image de ce point soit égale à l'image du point opposé, c'est-à-dire f de x égale f de moins x. Bien entendu, il faut que f de moins x existe, sinon la fonction n'est pas paire. Dans un repère orthonormé, l'intérêt de travailler avec une fonction paire est de pouvoir utiliser la symétrie par rapport à l'axe des y, comme nous le voyons sur la figure suivante. Une fonction est dite impaire si cette fois-ci, pour tout point du domaine, l'image d'un point d'abscisse x est égale à l'opposé de l'image de l'abscisse opposée. F de x égale moins f de moins x. Avec une fonction impaire, nous avons cette fois-ci non plus une symétrie orthogonale d'axe y, mais une symétrie centrale de point origine O. Une fonction est dite périodique si et seulement si il existe un nombre p strictement positif le plus petit possible, tel que pour tout point d'abscisse x du domaine, f de x est égal à f de x plus p. Fonction périodique est typiquement une fonction de type trigonométrique, comme nous le voyons à la figure suivante. À la figure suivante, la fonction représentée est une fonction périodique de période 2, parce que son graphique présente une régularité évidente. Il est la juxtaposition d'une infinité de motifs identiques. À titre d'exemple, nous allons étudier la fonction suivante. C'est une fonction rationnelle. Au numérateur, nous avons 2x carré moins 1 et au dénominateur, x carré moins 4. Les conditions de cette fonction, puisque c'est une fonction rationnelle, le dénominateur, x carré moins 4, ne peut pas être égal à 0. Le domaine, par conséquent, c'est l'ensemble des réels sauf moins 2 et 2, moins 2 et 2 étant les deux valeurs qui annulent le dénominateur. Elles sont donc par conséquent exclues du domaine. Cette fonction est une fonction paire, car vous pouvez vérifier que f de x est égal à f de moins x. Dans la suite de l'étude de fonctions, nous utiliserons la symétrie orthogonale d'axe y pour simplifier les calculs. Étude de signe de f de x. Une fonction est positive pour une valeur x de la variable lorsque f de x est positif. Elle est par conséquent négative lorsque f de x est négatif. Les zéros d'une fonction sont là où les valeurs de x qui annulent cette fonction. Les pôles d'une fonction sont là où les valeurs de x qui annulent le dénominateur d'une fonction rationnelle. Donc, dans l'exemple de notre fonction, ce qui annule le numérateur, c'est la racine carrée de 1/2 et moins la racine carrée de 1/2. Pour rendre rationnel le dénominateur, vous verrez que c'est équivalent à moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Les pôles, eux, ont déjà été déterminés lors des conditions d'existence. Ce sont les valeurs moins 2 et 2.
on peut dresser un petit tableau de signes et étudier le signe du numérateur, qui est une fonction du deuxième degré. Même chose pour le dénominateur. Alors, puisque cette fonction est paire, nous allons travailler uniquement sur les réels positifs. On va donc commencer à la valeur 0 et placer le 0 du numérateur, racine de 2 sur 2, et le pôle qui annule le dénominateur 2. Vous verrez par conséquent que cette fonction est positive de 0 à racine de 2. Elle coupe l'axe des x en racine de 2 sur 2. Ensuite, elle est négative. Et puis, elle admet une asymptote verticale. Cette asymptote verticale est la deuxième, puisque la première AV1 était donnée en x égale moins 2. Alors, pourquoi avons-nous une asymptote verticale? Pourquoi nous en sommes certains? Nous avons une fraction rationnelle. 2 est un pôle. Si je calcule une limite quand x tend vers 2, le numérateur sera un nombre positif différent de 0. Je divise par 0, je sais par conséquent que je vais tendre vers l'infini. À gauche, quand je reverrai mon calcul d'asymptote verticale, je tendrai vers moins l'infini, et à droite de 2, je tendrai vers plus l'infini. Ensuite, après la valeur 2, la fonction est toujours positive. Nous allons maintenant étudier le lien qui existe entre la dérivée première d'une fonction et sa croissance. Au début du cours d'analyse, on a défini la notion de croissance et de décroissance d'une fonction. Donc, petit rappel, une fonction est croissante sur un intervalle AB, inclus dans le domaine, si et seulement si, pour tout point d'abscisse x1, x2 appartenant à cet intervalle, si x1 est strictement plus petit que x2, cela entraîne que f de x1 est plus petit ou égal à f de x2. Pour qu'une fonction soit décroissante, cette fois-ci, sur le même intervalle AB, pour tout point du domaine x1 strictement inférieur à x2, cela implique que f de x1 est plus grand ou égal à f de x2. Vous allez me dire quel est le lien avec la dérivée première d'une fonction. Quand on calcule le taux d'accroissement delta y sur delta x, si la fonction est croissante, ce taux d'accroissement est positif. Si la fonction est décroissante, le taux d'accroissement devient négatif. Comme il y a un lien direct entre le taux d'accroissement et la dérivée première d'une fonction, on peut conclure une fonction f est croissante si sa dérivée première est positive, elle est décroissante si sa dérivée première est négative. Nous aurons affaire à des extrémas, des minima ou des maxima. Si une fonction cesse de croître et commence à décroître, nous avons affaire à un maxima. Si elle cesse de décroître et qu'elle commence à croître, nous aurons affaire à un minima. Il y a lieu de noter que ces conditions qui annulent la dérivée ne sont pas suffisantes. On peut avoir aussi d'autres cas. On verra ça dans différents exercices, par exemple un point de rebroussement ou un point anguleux. Alors, en étudiant la dérivée première de cette fonction, ça, je vous laisserai le calcul comme exercice. Vous pouvez également utiliser une application comme Photomat qui vous permettra de voir le détail des calculs. Nous obtenons moins 14x sur x carré moins 4 au carré. Les zéros, c'est évident ici, moins 14x annule quand x égale 0, et nous retrouvons les pôles, donc les deux valeurs interdites, qui ont donné lieu à des asymptotes verticales, c'est-à-dire moins 2 et 2. En étudiant le signe de moins 14x, et toujours en se servant de la symétrie, moins 14x est négatif pour les nombres réels positifs, et x carré moins 4 étant élevé au carré, il est toujours positif, il s'annule cependant pour les valeurs qui donnent lieu au pôle, c'est-à-dire en moins 2 et 2. Alors, pour l'allure de la fonction, à partir de 0, cette fonction va descendre, puisque le signe de la dérivée première est négative, jusqu'à s'approcher de l'asymptote verticale en x égale 2, et elle continuera de descendre, ainsi de suite, jusque plus l'infini. Nous avons maintenant, grâce à la symétrie, la certitude d'avoir un maximum en x égale 0, car, par analogie, pour les nombres négatifs, donc juste plus petits que 0, la dérivée première est positive et donc la fonction est croissante. Elle cesse de croître en 0 pour commencer à décroître. J'ai bien affaire à un maximum.
Savoir qu'une fonction est croissante et décroissante nous est très utile pour tracer un graphique, mais il faut encore savoir de quelle manière une fonction peut monter ou descendre, c'est-à-dire quelle est sa concavité. Nous avons des exemples où une fonction peut avoir une concavité qui est tournée vers le haut ou vers le bas. En calculant la dérivée seconde d'une fonction, il y a un lien avec sa concavité. Si la dérivée seconde est positive, la concavité est tournée vers le haut. Si la dérivée seconde est négative, la concavité est tournée vers le bas. Nous aurons un point d'inflexion quand nous changeons de concavité, c'est-à-dire quand on passe d'un signe positif à un signe négatif. Dans l'étude suivante, on peut obtenir, toujours en utilisant Photomath, la dérivée seconde de cette fonction, à savoir 14 fois 3x carré plus 4 divisé par x carré moins 4 au cube. Il n'y a pas de 0 pour la dérivée seconde et nous retrouvons bien évidemment les pôles en x égale 2 et x égale moins 2. Un petit tableau de signes nous permet de déterminer la dérivée seconde. Elle est négative entre 0 et 2, c'est-à-dire que la concavité est tournée vers le bas. On a toujours notre asymptote verticale en x égale 2. Elle est positive pour x est supérieur à 2, c'est-à-dire la concavité est tournée vers le haut. Pour l'asymptote verticale, on en a déjà parlé. On reprend juste les informations se trouvant dans le tableau de signes de la fonction, à savoir que quand x tend vers 2 moins, la fonction tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 2 plus, la fonction tend vers plus l'infini. Par extension, et grâce à la symétrie, on peut retrouver l'asymptote verticale 1 quand x est égal à moins 2 et l'asymptote verticale 2 quand x est égal à 2. Pour le calcul de l'asymptote horizontale ou de l'asymptote oblique, si nous commençons par le calcul de l'asymptote horizontale, nous avons donc un calcul de limite quand x tend vers l'infini. Pour la fonction polynôme 2x carré moins 1 se trouvant au numérateur, on peut négliger le moins 1. Pour la partie se trouvant au dénominateur x carré moins 4, on peut négliger le moins 4 face au x carré. On se retrouve donc dans un calcul de limite avec 2x carré sur x carré, c'est-à-dire une limite qui tend vers 2. Nous avons donc une asymptote horizontale en y égale 2. Un petit tableau récapitulatif qui nous sert à récolter toutes les informations dans un seul et même tableau en vue de tracer la fonction. Donc la fonction est bien positive entre 0 et racine de 2 sur 2. Ensuite, elle est négative. Elle va tendre vers moins l'infini en s'approchant de l'asymptote verticale 2. Et puis, elle repartira en plus l'infini. On vérifie avec la croissance ou décroissance de la fonction grâce à la dérivée première que de 0, la fonction descend jusque l'asymptote verticale et elle continue de descendre après cette asymptote verticale et ce jusqu'à s'approcher d'une asymptote horizontale. La concavité nous sert simplement à vérifier que l'on ne coupe pas l'asymptote verticale ni l'asymptote horizontale quand x s'approche de 2 pour l'une et quand x s'approche de l'infini pour l'autre. Nous pouvons ensuite calculer les coordonnées de quelques points particuliers. Donc ici, nous n'avons pas eu de point d'inflexion, puisque l'inflexion s'est produite sur les asymptotes verticales, mais nous avons un maximum en x égale 0. En remplaçant dans la fonction x par 0, on recalcule l'image de 0, c'est-à-dire f0, on obtient 2 fois 0, moins 1, c'est-à-dire moins 1 au numérateur, 0, moins 4, c'est-à-dire moins 4 au dénominateur, moins 1 sur moins 4, 1 quart. Les coordonnées du maximum sont 0, 1 quart. En traçant la petite allure de la fonction, on va maintenant pouvoir passer à son graphique. Alors pour le graphique, nous allons tout d'abord tracer les deux asymptotes verticales, la 1 et la 2. L'asymptote horizontale, en y égale 2, venir placer le comportement de la fonction autour de ces asymptotes, donc des petits traits de la couleur de la fonction, à gauche de x égale moins 2, à droite de x égale moins 2, à gauche de x égale 2 et à droite de x égale 2. Pour l'asymptote horizontale, on est au-dessus, en moins l'infini, et au-dessus, c'est-à-dire en 2 plus, en plus l'infini. Nous plaçons maintenant les coordonnées du maximum et les zéros.
Donc en moins racine de 2 sur 2, donc c'est plus ou moins égal à moins 0,7, et racine de 2 sur 2, c'est plus ou moins égal à 0,7, et les coordonnées du maximum en 0, 1 quart. Nous n'avons plus maintenant qu'à tracer cette fonction. Voilà, merci et à bientôt sur Mathérapie.